député. C'est tout le temps que nous avons. On va poursuivre les échanges avec la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je n'ai qu'un bref 19 minutes au total, alors on va plonger tête première. Madame la ministre, depuis 2019, ma collègue députée de Sherbrooke vous questionne le ministre de la Santé, voire même le ministre des Services sociaux, concernant la mise à jour du règlement sur les aides auditives et les services assurés. Et depuis 2019, on se fait dire « ça s'en vient ». On est en train de le regarder, ça s'en vient. Il y a même des fois, on dit « ça s'en vient cet été ». Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, quand est-ce que ça va arriver, Madame la ministre? Oui. Bien, en fait, le programme d'aide auditive, vous le savez, est administré par la Régie d'assurance maladie du Québec. Et c'est un programme qui est offert depuis quelques années. Il y a eu des modifications. Et j'aimerais, pour répondre à votre question, Madame la Présidente, est-ce qu'on peut, si Madame la députée est d'accord, acheminer la question au PDG de la RAMQ qui est présent ici avec nous? Est-ce qu'il y a consentement? Est-ce que Monsieur le PDG puisse répondre? Est-ce qu'il y a un consentement? Moi, il y a consentement, mais dans la mesure, pas qu'il m'explique le programme, je le connais. C'est quand est-ce que va être déposé le règlement qui travaille depuis 6 ans. Alors, il y a consentement. Est-ce que ça serait possible de répondre à la question et de vous nommer votre titre, s'il vous plaît? Oui. Oui, bonjour. Thibault, président directeur général de la Régie de l'assurance maladie. On travaille de concours avec le ministère à différents scénarios qui visent à voir de quelle façon le tout pourrait être bonifié, notamment à l'égard d'un deuxième appareil auditif, mais également à d'autres modalités d'aide au soutien à la suppléance auditive, en ce sens que dans certains cas, pour des clientèles plus enfants, je donne un exemple de parents séparés, on peut avoir des besoins de modification. Donc, les travaux sont en cours au moment où l'on se parle, fait qu'il serait prématuré pour moi de conclure quant à la date. Madame la Présidente, Madame la ministre, moi, je veux bien qu'on réfléchisse ce qu'on va faire avec les enfants. Ça fait 6 ans. Il y a des aînés qui ne vivent pas dans la dignité, qui ont de la difficulté à s'intégrer à leur activité parce qu'ils ne répondent pas aux critères actuels. 6 ans pour changer un règlement. Trouvez-vous que ça a du bon sens, surtout en regard d'un deuxième appareil? Oui. Écoutez, Madame députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, je veux quand même juste mentionner là, qu'actuellement, il y a 97 000 personnes qui bénéficient d'un appareil. Je vous ai dit qu'on est en train d'examiner tout ça. On est en train de regarder, mais il y a quand même des choses qui se sont faites là, depuis les 6 dernières années pour, dans le fond, s'assurer d'avoir les bonnes fournitures, d'avoir les bons prix. C'est ce que la RAMQ fait aussi par leur appel d'offres plus global. Alors, on travaille pour améliorer. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des personnes qui utilisent ce programme-là. Donc, et on travaille avec les regroupements d'audioprothésistes et on va arriver éventuellement à améliorer la situation. Madame la Présidente, j'en suis. C'est parce que ça fait 6 ans qu'on se fait répondre ça. Écoutez, moi, je vous le dis, là, moi, j'en ai des appareils, OK? Moi, si j'enlève un des deux, là, vous ne pouvez pas imaginer comment ma vie change. Alors, 6 ans à se poser la question, on en finance rien qu'un ou deux, dans une population qui vieillit, dans une population que nous voulons active le plus longtemps possible. Moi, je trouve que 6 ans pour changer un règlement, ça n'a juste pas de bon sens. C'est évident qu'il y a un coût, et je l'entends. Alors, est-ce que je dois interpréter comme député, alors que les aînés qui ont besoin d'appareils auditifs, de 2 appareils auditifs, alors que les audiologistes aussi nous disent, moi, j'en voulais rien qu'un, là, imaginez, j'ai des assurances, puis j'étais capable de m'en payer un. Imaginez comment le monde, ils ne peuvent pas s'en payer un deuxième. Alors, s'il y a un consensus pour dire que quand notre ouïe diminue, il faut aller vers 2 appareils, bien là, j'en conclus que dans les faits, c'est parce que vous n'êtes pas prête à faire le saut et dire aux aînés, nous, on va vous soutenir. C'est ça, moi, que j'entends, Madame la ministre.
fait, Madame la députée, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, j'ai pas dit qu'on n'était pas prête à faire le saut. J'ai dit qu'on a fait des choses pour améliorer l'accès aux appareils auditifs. On continue de regarder comment on peut le faire. Oui, il y a un coût à ça, mais oui, en même temps, c'est un besoin de base, c'est un besoin fondamental qui est extrêmement important. Je vous rejoins tout à fait. On va continuer les discussions entre le ministère de la Santé et Services sociaux, la RAMQ et Santé Québec. Et donc, on continue d'examiner cette situation-là, mais j'aimerais quand même compléter en disant qu'il y a quand même près de 97 000 personnes là, qui, donc, bénéficient de ce programme-là, mais je comprends que c'est loin d'être parfait. Bien sûr, qui bénéficient en fait de la moitié de ce qu'ils pourraient entendre. Puis moi, c'est là ma préoccupation, c'est de se dire que pendant 6 ans, on réfléchit à comment on va faire ça. Mais en bout de ligne, c'est le coût, là. C'est le coût, c'est ça qui est problématique. Bien, on fait le choix de politique de le faire ou de ne pas le faire. Puis moi, comme personne qui perd son ouïe et qui a la chance d'avoir des assurances, parce que c'est qui qu'on va pénaliser avec tout ça? C'est les gens qui n'ont pas les moyens. Les pauvres vont avoir une oreille, puis les riches, comme moi, vont en avoir 2. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens dans notre société. Mais bref, j'aurais aimé avoir une date de dire les discussions vont... On se donne la responsabilité de morale de les faire atterrir à tel moment. Mais je veux dire à ma collègue de Sherbrooke qu'il va falloir qu'elle s'arme encore de patience parce que je n'aurai pas réussi à avoir une date fixe sur le dépôt de ce nouveau règlement. Je vais aller dans un autre sujet qui est concernant, bien justement, ma collègue avait commencé sur la politique nationale de soutien à domicile. Je sais, Madame la ministre, que c'est votre pièce maîtresse, vous l'avez dit. Chaque fois où nous avons discuté ensemble, vous avez nommé l'important, le grand virage que voulait faire votre gouvernement, et vous particulièrement, et je connais votre attachement pour les aînés, pour avoir travaillé avec vous dans le passé. Ceci étant dit, c'est sûr que je m'inquiète quand je vous entends, et vous l'avez renommé tantôt, qu'il y a une place qui sera, et je ne veux pas le qualifier parce que je ne le sais pas, prépondérante ou pas, mais bref, c'est clair qu'on appréhende une marchandisation des services de soutien à domicile. Vous avez dit que ce n'est pas tous les services, ça me rassure, mais on entend qu'il y en aura. Et c'est sûr que c'est toujours la même affaire lorsqu'il y a une question de coût, inévitablement, c'est les personnes les plus défavorisées qui s'en trouvent, ou les moins riches. Hein? Pas nécessairement d'être les plus pauvres, là. De juste être pas riches, avec le coût des logements et tout ça. Alors, donc, les personnes les plus vulnérables qui qui mangent la claque. Alors, ce que je me demande, c'est, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle place ça va occuper, le secteur privé dans la politique? Et commencez-vous à avoir une idée de l'impact de la tarification sur les prestations des services? Donc, si vous avez des données là-dessus, ça nous intéresse. Oui, alors, bien, d'entrée de jeu, là, je veux quand même mentionner que je n'ai pas dit que le privé prendrait une place plus grande en soutien à domicile. Les services de soutien à domicile donnés par les entreprises privées, ça existe actuellement. Ça existe, on ne pourra pas empêcher ça là, comme société. Moi, ce que je regarde à travers la politique nationale de soutien à domicile, c'est de nous assurer que les services de soutien à domicile soient accessibles, en continuité et de qualité. Et c'est une orientation. Les services de soutien à domicile, c'est l'avenir du système de santé. On a posé des gestes concrets, vous le savez. On va se donner maintenant une politique structurante. On est en train de faire une étude économique de combien ça coûte les services de soutien à domicile dans le contexte du vieillissement de la population. On le travaille avec des organismes qui viennent de différents horizons. Vous savez, les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, ils sont actuellement présents dans l'écosystème du soutien à domicile. Puis il y a des frais qui sont minimes. Il y a des personnes qui sont capables d'assumer ces frais-là. Ceux et celles qui ne le sont pas capables, ça, c'est donné par des entreprises d'économie en soutien à domicile, donc des OSBL, avec leur conseil d'administration. Ce sont des entreprises qui ne sont pas à but lucratif.
Ils font un travail extraordinaire. Alors, il faut faire attention parce que des fois, j'entends qu'on les considère comme des entreprises privées. Je dis pas, mais, oui, je sais, c'est pas vous, mais je veux dire, on l'entend. Et ça, ce n'est pas ça. Puis les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile sont là pour rester. Il faut les soutenir, les outiller, sont capables de faire une différence. Dans le contexte du soutien à domicile où près de 400 000 personnes sont desservies, on ne peut pas penser que tout va graviter autour des CLSC. Donc, on a des centres d'action bénévoles, on a les ESSAD, on a des programmes de répit, nous avons des centres de jour. C'est ce qu'on est en train de configurer dans le réseau. Puis, bien, les gens qui veulent se payer des services privés, bien, on ne peut pas empêcher ça. Alors, donc, on continue. Puis, je veux peut-être juste pour revenir, chèque emploi-service. Pour être bref, s'il vous plaît, Madame la continuer ministre. de miser sur les chèques emploi-service qui sont aussi une modalité de financement qu'on donne aux parents qui peuvent acheter eux-mêmes leurs services là où ils veulent. Ouais. Fait que ça aussi, c'est fait pour être développé. Puis on va en parler tout de suite après, mais je veux rester sur la question de la marchandisation. Loin de moi l'idée de confondre l'économie sociale puis l'économie privée. L'économie sociale n'a pas comme mandat de faire du profit sur le dos du monde. L'économie privée, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est parce que elle, sa job, ben c'est pas... Bien sûr, c'est d'offrir des services de qualité puis tout ça, moi j'en suis, là. Mais en même temps, ben son objectif, c'est de faire des profits. Et on voit dans les autres services, on a quand même, tu sais, je veux dire, en santé, on l'a vu, on le voit de plus en plus en éducation, on le voit même maintenant dans les services de garde. C'est comme, bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'il va falloir, Madame la ministre, que vous mettiez quelques balises parce que les gens les plus vulnérables là, de la société, on ne peut pas les laisser entre les mains de l'entreprise privée. On ne peut pas faire ça. Je pense que là-dessus, on s'entend, vous et moi. Alors, c'est pour ça que j'essayais de voir, est-ce que vous avez déjà une idée au-delà de dire il y aura de l'économie sociale, des chèques emploi, etc., de dire il y aura inévitablement du privé parce qu'on veut aller vers aussi, je ne sais pas quel mot utiliser pour ne pas faire sauter, mais de la compression budgétaire. En tout cas, Santé Québec a un mandat de faire en sorte que ça n'explose pas, peut-être même que ça diminue un peu les coûts. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés qui sont seuls dans leur maison et à laquelle je dois, comme État, avoir une certaine responsabilité. C'est ça que j'aimerais vous me parler, des services que vous laisseriez aller au privé. Ça m'intéresse. Bien, en fait, c'est une bonne question. Et puis, je ne suis pas prête à vous répondre aujourd'hui que je vais laisser aller des services au privé. Je ne suis vraiment pas là. On est en train de faire cette réflexion avec le ministère, avec différents partenaires. Plusieurs mises en garde ont été faites à ce niveau-là. Il y a différentes écoles de pensée. Mais n'oublions pas que notre système de santé là, doit être accessible, de qualité, en continuité et la gratuité. Puis on a une obligation de s'occuper des plus vulnérables. Alors, mon propos était plus de dire que si quelqu'un souhaite aller chercher ses services avec une entreprise privée, on ne l'empêchera pas de faire. Puis si quelqu'un décide d'aller vivre en RPA, puis dans n'importe quelle catégorie de RPA, bien, c'est le libre choix des gens. Mais on va baliser ces services-là. Puis j'aimerais revenir avec le chèque emploi-service, parce que là, ce que je suis en train d'examiner, dans le chèque emploi-service, quand c'est une modalité qui existe, qui est très appréciée, puis qui doit continuer d'être améliorée, puis qui doit continuer d'être déployée de plus en plus. Quand on évalue les besoins, par exemple, d'une personne âgée ou d'un enfant en situation de handicap, il y a une évaluation qui est faite par le CLSC, un nombre d'heures qui est estimé. Ça correspond à un montant d'argent qu'on remet, qu'on attribue donc aux proches aidants ou aux parents. Et puis, bien, pourquoi cette personne-là ne pourrait pas, si elle le souhaite, aller chercher ses services, soit avec quelqu'un de confiance qu'elle connaît, ou même si elle veut aller avec une entreprise privée, bien, pourquoi pas? Parce que l'enveloppe va lui appartenir. Fait que c'est là que je vois, voyez-vous, la possibilité. Ouais. Et c'est cette ouverture-là qu'on est prête à examiner. Mais faisons attention, là, notre objectif, c'est pas de financer des entreprises privées de soutien à domicile au Québec pour qu'ils puissent donner des services. C'est vraiment pas là qu'on s'en va.